Glitch Publishing présente Des images qui bougent, un podcast de Seb Jancourt. Salut tout le monde, salut les cinéphiles. Vous ne savez pas quoi regarder ce soir ou ce week-end? Eh ben, vous regardez les images qui bougent et vous saurez quoi regarder après. Le principe, c'est que vous pouvez lancer n'importe quel épisode au hasard et je vous présenterai 10 films super qu'il ne vous restera plus qu'à choisir pour savoir quoi regarder ce soir ou cette nuit ou ce matin ou quand vous voudrez, à l'endroit où vous voudrez. Le principe, c'est que je vous présente un classement fou et aberrant que j'ai établi des 197 meilleurs films de l'histoire du cinéma. Et aujourd'hui, dans cet épisode, qui est l'épisode K, si je ne m'abuse, qui est le 15e épisode des images qui bougent, je vous présente les films de la place 109 et je remonte jusqu'à la place 100. Donc ça fait 10 films. Et c'est des films que je vais essayer de vous faire deviner. J'ai pas écrit des énigmes formidables d'une demi-heure chacune, mais on va voir si vous pouvez découvrir de quoi je vous parle. C'est un petit peu ludique. Du coup, je vais attaquer avec le film classé 109 dans cette liste aberrante des 197 meilleurs films de l'histoire du cinéma. Et c'est un film américain. Un film de 1999 et un film de prison. Est-ce que ça vous dit quelque chose déjà, la période je pourrais vous dire aussi, alors là ça va vous aider beaucoup, que c'est avec Tom Hanks. Un film de prison de 1999. Ça vous dit quelque chose? Alors je vous donne le nom du réal et après je vous donnerai le titre. C'est un film réalisé par Frank Darabont. Je vous parle évidemment de La Ligne Verte, un super film, un film sur la peine de mort, un film un peu aussi fantastique puisqu'il y a du merveilleux dans ce film, une sorte de huis clos dans le couloir de la mort d'un pénitencier, un pénitencier plutôt pas sympa du tout, un certain nombre de personnages dans des cellules, un certain nombre de gardiens. Des types bien, des types pas bien, des deux côtés des barrières. La Ligne Verte, moi, c'est un film qui m'a beaucoup plu, que j'ai vu plusieurs fois et que j'aime vraiment beaucoup. Peut-être que vous ne l'avez pas vu parce que ça peut paraître être un vieux film, hein, puisque en gros il a 26 ou 27 ans. Mais c'est vous pouvez le voir comme d'ailleurs c'est un film d'époque, hein, puisque ça se passe, je crois, dans les années 50 ou 60. Donc c'est un film d'époque et les films d'époque ne vieillissent pas vraiment évidemment. Donc c'était à la place 109, La Ligne Verte, un film vraiment magnifique. À la place 108, un film d'espion et de ce qu'on appelle action-aventure de 2014. Donc c'est un film qui a déjà 12 ans, ça ne nous rajeunit pas. Et qui, je dois dire, en 2014, rajeunit un peu l'action-aventure. Moi, c'est un film, quand je l'ai vu, j'ai été surpris, j'ai été même excité d'aller le voir en ayant vu la bande-annonce. Donc, c'est un film d'espionnage qui se passe en Angleterre. Du coup, qu'est-ce que je peux vous dire avec, vous savez, cet acteur anglais super clean qui joue plutôt les gentlemen d'habitude. Et là, qui joue, donc c'est Colin Firth, l'acteur du Discours du Roi, par exemple. Colin Firth est un agent secret. Bon, vous avez pigé là ce coup-ci. C'était Kingsman, service secret, qui a été quasiment une des dernières inventions et créations de licences d'espionnage de l'histoire moderne du cinéma. Bon, les suites restent discutables, bien que le deuxième a une séquence de furie collective complètement fascinante. Mais donc ça, c'était le premier épisode de Kingsman. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, moi, vraiment, qui m'a fait marrer, j'ai senti du suspense, et aussi, je dois dire que le personnage principal, là, joué par ce jeune mec là, qui s'appelle Adrian Quinton, visiblement, je connais pas son nom. J'ai complètement marché dans c'est le film parfait pour passer une soirée fun, quoi. Hein. On se marre. On est excité par l'action, c'est vraiment le film parfait pour passer une excellente soirée entre potes. Je vais passer maintenant à la place 107, un film beaucoup plus ancien, de 1989,
un film d'une catégorie de films de cinéma que j'aime beaucoup. Ce qui est marrant, ça me fait toujours marrer que j'aime ces films-là, alors que c'est pourtant pas du tout mon monde, c'est pas du tout ma culture. C'est un film de sport. Un film de sport de 1989, un film sur le baseball. Ça vous dit quelque chose? Ça se passe dans l'Amérique profonde. Ah oui, je l'ai pas précisé. Bon, évidemment, un film de baseball, il y a des chances que ce soit un film américain. Ça se passe au fin fond de l'Iowa. Vous avez percuté jusqu'au bout du rêve. Un film magnifique avec Kevin Costner. Moi, je suis super fan de Kevin Costner, qui, de mon point de vue, a eu plusieurs grandes carrières dans sa carrière. Et là, du coup, c'est le début de sa carrière. Il est jeune premier, pas tout à fait jeune premier, mais il doit avoir la trentaine, quelque chose comme ça. Et c'est l'histoire d'un type qui entend des voix. Et à qui il pense qu'on a intimé l'ordre de construire un terrain de baseball dans son champ de maïs. Il construit ce terrain de baseball et une équipe légendaire de baseball, les White Sox, viennent jouer dans son champ. Et c'est un film magnifique, extrêmement poétique, touchant, vraiment. Si vous avez envie d'un brin de poésie, je vous recommande ce film, qui effectivement est un film de sport, mais qui va bien au-delà, qui est vraiment un film magnifique que je vous recommande. Le réalisateur s'appelle Phil Alden Robinson. Honnêtement, je crois pas avoir jamais entendu parler de lui autrement que par ce film-là. Donc voilà, c'était Jusqu'au bout du rêve, 1989. Et donc maintenant, je passe à la place 106, un film encore plus ancien, qui date de 1961. C'est un film musical sublime qui se passe à New York, dans un quartier où j'ai la chance d'avoir été et d'avoir passé quelques semaines. Ah, je tape dans mon micro, désolé. D'avoir passé quelques semaines il y a quelques années. C'est le quartier tout au bout de Manhattan, qui porte le nom du pont dont je viens d'oublier le nom. Oh, je suis désolé. je voulais frimer en parlant d'un quartier de New York qui sort un peu de l'ordinaire que je connais. Je crois que c'est le pont Washington. Oui, voilà, c'est Washington Heights. C'est Sébastien quand même. Tu y as passé 3 semaines. Et Washington Heights abrite donc 2 bandes rivales. Qui se détestent mutuellement, mais évidemment il y a une histoire d'amour entre 2 membres de ces bandes rivales. Vous avez percuté évidemment ce film sublime, c'est West Side Story. West Side Story qui a une musique formidable, mais pas que. Moi je trouve que c'est avant tout une réussite graphique, cinématographique. C'est une œuvre visuelle vraiment fantastique et formidable. Tout en étant évidemment une très belle histoire d'amour, de la chorégraphie super belle et super avancée, mais la composition du film, la composition graphique des plans est vraiment formidable. Et moi, c'est ce qui m'a le plus marqué. J'ai vu la version de Spielberg là qui est sortie il y a quelques années. Désolé, hein, Spielberg est un super réalisateur, mais il a pas du tout réussi la même. D'ailleurs, de mon point de vue, c'est une aberration d'avoir refait ce film qui n'avait absolument pas vieilli. Ça sent encore un cash grab fait par les studios stupides. Donc, je vous recommande de regarder West Side Story. En particulier, si vous ne l'avez jamais vu, peut-être que vous avez la vingtaine et que vous aurez peut-être envie de vous plonger dans ce qu'était l'Amérique des années 60. Donc un monde très ancien, mais où déjà les gens se détestaient parce qu'ils étaient différents. Du coup, un film très américain. J'arrive maintenant à la moitié de la liste de cet épisode, avec le film classé à la position 105, un film d'animation familial, je dirais ce qu'on appelle un film tout public, où il y a à manger pour les parents et à manger pour les enfants. Qu'est-ce que je peux vous dire pour vous faire deviner c'est un film issu d'un studio fantastique et légendaire d'une certaine façon, qui a finalement été racheté par Disney. Je pense qu'à l'époque, c'est sûr même, il n'avait pas été encore racheté par Disney. Donc ce studio, évidemment, c'est Pixar. Et donc rappelez-vous, quel est le premier film de super-héros fait par Pixar? Évidemment, c'est Les Indestructibles. Et il faut se rappeler que c'est un film de 2004. Du coup,
assez novateur, puisque des films de super-héros en 2004, il y en avait très peu encore à l'époque. L'empire Marvel n'avait pas encore existé, puisque je me rappelle plus exactement quand est le premier Iron Man, mais il me semble que c'est plus tard que ça. Du coup, on avait à la fois le plaisir de voir des super-héros et un excellent scénario, une histoire très marrante, vraiment une très grande réussite, et puis aussi un univers visuel très très beau, tel que Pixar savait les créer à l'époque. Pareil, si vous avez envie de passer une bonne soirée avec un film ancien, hein, puisqu'il a déjà 21 ans, peut-être avec des enfants ce soir, regardez Les Indestructibles, vous allez passer un excellent moment fun, avec du suspense, de la bagarre, tout ce qu'on aime dans un bon film. Je passe maintenant, alors là, je change totalement d'univers, et encore, ça reste à discuter. Potentiellement, vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez. Mais effectivement, y a-t-il un changement total d'univers pour le film que je vous présente maintenant? C'est un film de 1940, un film en noir et blanc, sonore, qui parle d'un... Je vais vous lire le prémisse, vous allez voir si vous découvrez de quoi il s'agit. Dans le ghetto juif vit un petit barbier qui ressemble énormément à Adolf Hitler, le dictateur de Tomania, qui a décidé d'exterminer le peuple juif. Au cours d'une rafale, le barbier est arrêté en compagnie de Schulz, un farouche adversaire d'Inkel. Évidemment, je bois un petit coup de flotte, excusez-moi. Évidemment, je vous parle du Dictateur, ce film de Charlie Chaplin, qu'il a écrit, réalisé et dont il joue le rôle principal, et qui est un film formidable, d'une préscience totale, puisque évidemment il vient précéder l'entrée des USA dans la Seconde Guerre mondiale, en 1940. Là, il essaye de faire basculer les USA du bon côté. À l'époque, c'est pas évident. Et évidemment, quand on regarde ça en 2025, évidemment qu'on est en droit de réfléchir. Et moi, j'ai un lien particulier avec ce film. Il y a un monologue formidable qui conclut ce film, où le personnage du sosie fait un discours à la place du dictateur, et fait un discours sublime d'une humanité totale, qui m'émeut aux larmes à chaque fois que je l'entends. Et je dirais que j'ai une relation personnelle avec ce discours, parce que un groupe de musique heavy que j'aime beaucoup, qui s'appelle The Chariot, a repris dans un de ses morceaux extrêmement hardcore ce discours, et en fait vraiment un hymne à l'humanité et à la liberté. Donc je vous recommande vraiment chaudement de revoir ce film. Beaucoup le connaissent parce que il est souvent cité dans les articles, on en voit souvent des extraits. Regardez le film en entier, vous verrez qu'il est vraiment formidable. C'est aussi l'occasion de voir un pur génie du cinéma, Charlie Chaplin, à l'époque inventait à la fois le cinéma et aussi inventait le cinéma engagé. Donc c'est pas rien. Donc c'était à la place 104, je sais plus si je l'ai déjà dit. Nous passons maintenant à un film d'animation de 2010, à la position 103. C'est un film que j'ai eu la chance de voir aux États-Unis, dans la meilleure salle de cinéma de New York, qui est le cinéma du Lincoln Center, qui fait de l'IMAX 3D sur un écran grand comme un immeuble, qui était formidable. J'étais avec mon pote Justin. Et ce film, il m'a remué personnellement très fortement. Il m'a ému aux larmes, alors que pourtant c'est un film qui est même pas une création de licence. C'est le 3e opus de ce film d'animation, mais qui pour moi est un des grands chefs-d'œuvre du cinéma d'animation. Je vous parle de cette licence d'animation qui est basée sur des jouets. Bon, vous avez pigé. Je vous parle évidemment de Toy Story 3. Des studios Pixar, encore les studios Pixar, d'ailleurs je crois encore avant leur rachat par Disney,
Toy Story 3, c'est un film de la maturité, je dirais. Les personnages sont bien en place, on les connaît tous. Et là, le réalisateur qui s'appelle Lee Unkrich, Lee Unkrich, il est tout seul. Souvent, ils sont deux, les réals pour les Pixar. Le réalisateur décide de nous faire peur avec la mort des personnages qu'on aime. Et il y parvient parfaitement. Moi, il y a une séquence, je sais pas si vous l'avez déjà vu, la séquence où ils sont dans le broyeur, là, ce broyeur gigantesque. J'ai vraiment cru que les personnages allaient mourir à ce moment-là, et ça m'a ému énormément. C'est un film sur la mort, la décrépitude, l'abandon, et du coup, c'est de mon point de vue un vrai chef-d'œuvre de l'animation, et je vous recommande de le voir. Voyez-le avec des enfants, évidemment. Par contre, vous passerez pas la même soirée qu'avec les Indestructibles, de mon point de vue. Vous passerez une soirée peut-être plus profonde, plus humaine, mais par contre, vous passerez une excellente soirée familiale aussi, parce que évidemment, la vie, elle n'est pas faite que de rigolade. Et il y a évidemment beaucoup de rigolade dans ce film aussi, mais c'est quand même un film assez sombre. Donc c'était Toy Story à la place 103. Un film qui a vraiment une place particulière pour moi, qui me mouille les yeux quasiment à chaque fois que j'y pense réellement. Nous passons maintenant à un film à la position 102, un film américain de 2016, qui est un très très beau film avec un acteur sublime que j'aime vraiment beaucoup depuis très longtemps. Ça se passe dans la forêt du nord-ouest du Pacifique. C'est l'histoire de famille, une histoire de rébellion contre la société, une histoire d'amour paternel pour ses enfants. Ce film donc de 2007, l'idée, on va dire, par Viggo Mortensen, cet immense acteur qui, je pense, était vraiment au fait de sa gloire à ce moment-là quand le film est sorti. Et pourtant, c'est un petit film. C'est pas du tout une énorme production comme il a eu l'habitude de tourner dedans. Hein. Il a fait des films qui étaient colossaux en termes de production. C'est un film beaucoup plus ramassé sur lui-même, réalisé par Matt Ross. Et du coup, je vous parle du film qui s'appelle Captain Fantastic. Qui est vraiment magnifique, extrêmement émouvant aussi, de ce groupe, cette famille de 6 enfants, dont je vous lis le prémisse, ça sera plus facile. Dans les forêts du nord-ouest du Pacifique, un père voué à élever ses 6 enfants avec une éducation physique et intellectuelle rigoureuse est forcé de quitter son paradis et d'entrer dans un monde normal, défiant son idée de ce que signifie être parent. En gros, eux vivaient complètement reclus, une sorte d'utopie familiale, mais évidemment, les utopies, ça tient pas éternellement. Et du coup, ces enfants et ce père vivant, je dirais, dans des standards de qualité, d'honnêteté, d'intelligence, de culture, se retrouvent à se confronter avec le reste de leur famille qu'ils avaient pourtant laissé tomber dans ce monde américain qui correspond pas du tout à leurs valeurs. C'est un film vraiment très très beau, extrêmement profond, je dirais tout simplement. Ça parle de la paternité, ça parle de la famille, ça parle de ce que c'est l'altérité aussi. Et du coup, je vous le recommande chaudement. C'est vraiment un film magnifique. Et puis voir Viggo Mortensen exercer son art, c'est une chance qu'il faut pas laisser passer, quoi. Donc, avant-dernier film de cette liste, un film que j'ai beaucoup aimé à l'époque, qui peut-être vous surprendra d'être classé à la position 101, mais c'est le Sébastien du passé qui l'a classé en 101 au moment où il a vu le film. Du coup, je vais lui faire confiance. Potentiellement, je ferai pas le même classement aujourd'hui. C'est un film de super-héros. Vous vous rappelez, on parlait des Indestructibles. C'est un film de super-héros, mais là qui date de 2018, du coup totalement dans l'âge d'or de Marvel Studios, et qui est dirigé par Ryan Coogler. Ça, du coup, ça vous donne une grosse indication. Avec Chadwick Boseman. Évidemment, je vous parle de Black Panther, qui est un chouette film d'action, un chouette film de super-héros. On avait la chance de voir Chadwick Boseman sans savoir
qui allait nous quitter quelques années plus tard. On savait pas que ce Black Panther allait mourir si vite. C'est un film qui m'a beaucoup plu. Moi, c'est l'idée d'une utopie africaine, d'une civilisation moderne et je dirais une utopie clairement africaine. Et il y a une thématique qui m'a toujours beaucoup plu. Et le Wakanda, ça fait envie. On aimerait que, je sais pas, que le Nigeria dans quelques années soit le Wakanda, par exemple, ça serait super. Je leur souhaite en tout cas. Et donc du coup, c'était Black Panther à la position 101, qui est, si vous cherchez un bon film de super-héros, c'en est un, clairement. Et enfin, dernier film à la place 100. Alors là, par contre, pas du tout du même registre. Un film coréen de 2009, un film extrêmement sombre, un film clairement qui a, je pense, participé à l'explosion du succès des films sud-coréens dans la vague de love K-pop et coréenne maintenant. Hein. Les gens partent en vacances en Corée du Sud depuis quelques années. Toutes les familles avec des grandes ados vont en Corée du Sud. À l'époque où j'ai vu ce film-là, c'était le deuxième film de ce réalisateur dont j'avais adoré le premier film. Je pensais pas qu'un jour la Corée du Sud serait quasiment le pays le plus cool en termes de création de contenu au XXIe siècle. Donc ce film, il est très sombre. C'est l'histoire d'une mère qui cherche désespérément l'assassin qui a accusé à tort son fils du terrible meurtre d'une jeune fille. C'est un film de Bong Joon-ho, cet immense réalisateur. Ce film s'appelle Adame, je crois que ça se dit en coréen, Mother ou Mère en français. C'est un film terrible. Déjà, l'univers de Bong Joon-ho dans les années 2000-2010, c'est l'univers de Memories of Murder. La photo est extrêmement sombre. Il pleut, il fait froid, c'est moche, il y a rien de beau. Et la Corée du Sud qui est montrée dans ces films, et en particulier dans Mover, c'est pas du tout la Corée ultra connectée qu'on connaît. C'est pas du tout la Corée K-pop. C'est pas du tout la Corée néon joyeux et tout ça. C'est une Corée du béton, de l'humidité. C'est une Corée du glauque et du merdique. Tout le monde est, il y a personne de beau, personne de merveilleux. Les flics sont nuls, tout le monde est naze. Et c'est vraiment un cinéma un peu du désespoir. Et au milieu de tout ça, il y a cette mère qui se bat comme se battent les mères. On connaît pas la culpabilité du fils. Elle part évidemment du principe qu'il n'est pas coupable et elle va faire tout son possible jusqu'au bout pour libérer son fils. Donc c'est un très beau film, très émouvant. Par contre, alors là, c'est pas un film grand public, c'est pas un film à regarder avec des enfants un samedi soir. C'est un film à voir un jour où on a le moral, où il fait beau dehors. Mais c'est un très très beau film et qui, du coup, pour moi, puisque c'est le deuxième film de Bong Joon-ho que j'ai vu à l'époque, qui l'a fait rentrer dans la classe des grands réalisateurs du XXIe siècle. Donc voilà les amis, c'était les 10 films de cet nouvel épisode des Images qui bougent. Merci déjà, si vous êtes encore là dans la vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Vous êtes pas très nombreux à regarder ce podcast, hein, et c'est pas grave, j'ai quelques potes qui le regardent, du coup j'ai un peu l'impression de bosser pour eux. Et c'est très agréable pour moi de voyager dans mes souvenirs de cinéma. Ces films, ils sont importants pour moi, du coup les partager, ça a beaucoup de sens. Et du coup, n'hésitez pas à regarder ce que je vous présente. N'hésitez pas à lancer un épisode au hasard de la série. Il y en a maintenant 15. Et du coup, il y a de quoi s'occuper. Et je vous le dis, je vais aller évidemment jusqu'à la pole position. Donc ça, il va me falloir 10 épisodes encore pour y parvenir. Et après, je ferai les meilleures séries aussi, puisque évidemment, j'aime et je vois aussi des séries. Et du coup, je ferai le classement des meilleures séries. En tout cas, ce que je vous garantis, c'est que c'est une balade. Si on l'a fait ensemble, c'est une balade qui va durer longtemps.
et que je trouve agréable, que je fais les week-ends où je suis peinard. En tout cas, c'est un plaisir de faire ces épisodes-là. Et je vous donne rendez-vous du coup dans quelques semaines quand j'aurai le temps d'enregistrer le prochain épisode. C'était Sam Joncoux pour Glitch Publishing. C'était les images qui bougent. Allez, salut, ciao, bye.